inauguration officielle et sans cérémonial, le salon de l'auto, la plus importante de toutes les manifestations industrielles et commerciales de l'année, s'est ouvert sur une participation éclatante où les plus grandes marques étrangères côtoyaient les modèles français. La Jaguar anglaise, la voiture la plus rapide du monde avec son volant réglable, a suscité nombre de curiosités. La présence de la Mercedes claironnait la rentrée de l'industrie allemande dans le circuit mondial. La Salmson, dans la bataille pacifique de la ligne automobile, affirmait la ligne française. De son côté, la participation italienne se signalait par une nouvelle création, la voiture tout-terrain Campagnola. Et les visiteurs qui devaient, dès le jour de l'ouverture, se presser autour des 4000 stands et battre tous les records d'entrée, pouvaient s'assurer, à force de kilomètres en circuit fermé, une érudition frappée au nom de l'armorial automobile. Pas de surprise cependant au salon de l'auto. La voiture mystère dont on parlait tant est restée dans l'ombre. Mais pour le visiteur consciencieux, la bonne fatigue d'une gymnastique pratique est la récompense pour classer ses études et ses émotions d'une honnête page illustrée du salon de l'auto. Alors, monsieur Pierrat, vous avez inauguré le salon de l'auto? Oui, parlons-en du salon de l'auto. Ah, te voilà, toi. Tu m'as bien laissé tomber. Quand j'ai vu qu'il était 3h15, j'ai pensé que tu ne viendrais pas. Mais je suis venu. D'ailleurs, avec toi, mon cher Jean-François, c'est toujours la même chose. Tu n'es jamais fichu d'être exact. Oh, Non, non, je t'assure. Et là, pourtant, ça valait la peine. Enfin, voyons, le salon de l'auto, ça n'arrive qu'une fois par an, quoi. Et tu savais bien que ça me faisait plaisir d'y aller avec toi. Mais non, je te dis, c'est toujours la même chose. Tu promets, mais tu ne viens pas. Mais je t'assure, j'y suis allé. Non, raconte pas l'histoire. Si. Tu n'es pas venu. Et tu n'as rien vu. Tiens, la nouvelle Panhard. Oui. Tu ne l'as pas vu, la nouvelle Panhard? Mais si, je Ben, rien que pour la Panhard, ça valait quand même la peine. Oui. Ça, alors, c'est une voiture. Un châssis impeccable. Une carrosserie de luxe. Un confort exceptionnel, une sécurité absolue, une robustesse à toute épreuve, de la puissance et de la souplesse. Oui, elle peut tourner dans un cercle de 9,50 m de diamètre. Elle a un réservoir d'essence de 40 litres, une vitre arrière complètement galbée, des pare-chocs d'un profil enveloppant. Et avec ça, pas gourmande, 7 litres au 100. Pas gourmand? Et le moteur, ça développe 42 chevaux. Quel démarrage, 13 secondes pour atteindre 80 à l'heure et ça tape le 130. Tiens, tu n'as pas vu la nouvelle 4 chevaux? Mais si, je l'ai Non, vu. tu n'as pas vu les améliorations, le thermomètre sur le tableau de bord. Ouais. Et puis plus de confort, plus de place à l'arrière, plus de place dans le coffre à bagages. Et ils ont mis une petite tirette qui commande le rideau du radiateur, crois-tu? Ah oui. Hein? Quant à la Simca, Eh bien quoi, la eh ben, Simca? elle a une nouvelle direction qui travaille sur rouleau. Sur rouleau. Ça remplace l'ancienne qui travaillait par vis et secteur. Ah. Les pare-chocs ont été abaissés, le pont arrière renforcé, les clignotants de direction déplacés. Ah, et surtout, le coffre est maintenant beaucoup plus spacieux. Oui, 233 décimètres cubes au lieu de 198. 233 Oui, décimètres. parfaitement. Ah, la 203. Oui. La cylindrée du moteur a été augmentée, légèrement. Ils ont changé le bouchon du réservoir d'essence. Oui, maintenant, il est enfermé dans un logement spécial. Et les bougies, elles y sont toujours aussi dans leur logement spécial? Ah, dis donc, on a tort de ne pas porter plus d'intérêt aux bougies, hein. Ainsi, la bougie, encore un don. Encore un don? Oui, encore un don. Mon petit Jean-François, mais la bougie, c'est l'étincelle, c'est l'esprit, c'est l'âme de la voiture. Mais je les connais, tes bougies, tes poignées de porte, et tes coussins en nylon, et tes pneus. Ah, non, ne plaisante pas avec les pneus. C'est essentiel, les pneus sur une voiture. Enfin, voyons, c'est capital. Tu dois comprendre que tout roule sur le pneu. Oui. Si moi, j'ai vu des pneus en textile à haute ténacité, eh ben, un bon pneu, c'est la vie. Et celle des autres. Souviens-toi du proverbe. Ne roulez pas sur des pneus trop usés. Les derniers kilomètres peuvent vous coûter très cher. Ah, en tout cas, la Citroën est toujours en bonne place. Elle maintient ses modèles classiques, identiques à ceux de l'an dernier. Ouais. Ceux de l'an dernier étaient d'ailleurs identiques à ceux des années précédentes. Et ceux des années précédentes, oui, mais enfin, toujours solidité, tenue de route et un coffre amélioré. Très amélioré. Enfin, somme toute, un joli salon. Oui, un joli salon. Fidèle au rendez-vous d'octobre, le salon de l'auto a ouvert ses portes. Renouant une tradition, le président de Gaulle l'a inauguré en compagnie de M. Jeannet, ministre de l'Industrie et du Commerce. Chez Renault, exportateur dans 98 pays, la Floride, que présentent 16 hôtesses de nationalités différentes.
La Dauphine a acquis cette année une nouvelle suspension baptisée Aérostable qui donne à en juger d'excellents résultats. Chez Peugeot, le moteur à huile lourde s'applique à toute la gamme des 403. Il doit permettre une économie de 50% en valeur monétaire par rapport au moteur à essence. Autre innovation, 403 et 203 sont dotés du ventilateur débrayable automatique, amélioration très appréciable en économie et en gain de puissance. Parmi les 400 modèles exposés, une nouveauté française, la Facelia, dont le constructeur aspire au titre de Christian Dior de la voiture. L'Anglia, Ford britannique, à qui les tranches des coupures de l'arrière confèrent un profil pour le moins inhabituel. La Cadillac, dessinée par Raymond Levy, qui écrivit « La laideur se vend mal ». La Falcon, 14 chevaux, que l'Amérique donne comme voiture européenne économique. Enfin, la DS-19 a fait un grand pas en avant. La montre du tableau de bord est maintenant électrique. Dans ce cas, je commencerai par acheter la montre. Un siècle a passé depuis qu'un Belge de Paris, Étienne Lenoir, créa la première voiture dont le moteur dûment breveté utilisait un mélange détonnant à base de vapeur de pétrole. L'allumage était provoqué par une étincelle électrique éclatante entre deux fils de platine. Et ça marchait. Alphonse Beau de Rochas perfectionna l'invention. Il eut l'idée de comprimer le mélange détonnant avant de l'enflammer, édifiant ainsi la théorie du moteur à 4 temps. Mais il fallut attendre 26 ans pour que les Allemands Daimler et Maybach utilisent ces théories pour créer le moteur à 4 temps. Et ce furent deux firmes françaises qui achetèrent à Daimler le brevet de son moteur. Et c'est ainsi que d'une part, messieurs Panhard et Levasseur mirent au point dans leurs usines d'Ivry à Paris la première automobile à moteur à 4 temps, tandis que, d'autre part, on en faisait autant chez Peugeot. C'était en 1891. Les voitures électriques ou les voitures à vapeur représentées par les Dedion-Bouton et les Serpollet étaient condamnées. On le vit bien lors des grandes compétitions sur route que s'adjugèrent très vite les voitures à pétrole. En 1900, la France, berceau de cette industrie, comptait déjà 2997 véhicules en circulation. En 1901, 5386. En 1913, 108 000. Temps lointain dont les images nous arrachent un sourire d'attendrissement avec leur peau de bique, leur cache-poussière et leur voilet. Le premier code de la route, il convient de le signaler, naquit en 1899. Il portait la signature du président Émile Loubet. Cette ambiance d'une époque révolue, le tout Paris a pu s'y plonger à l'occasion du 50e salon de l'auto, car c'est à la fois aux fans de l'automobile d'aujourd'hui et d'hier que s'est ouvert sur les Champs-Élysées le pub Renault. 4000 personnes y ont fait un pèlerinage aux temps héroïques, en compagnie de M. Dreyfus, président directeur général de la Régie, d'Yves Montand, de Ray Sugar Robinson et de Maurice Chevalier. Mais au 50e salon, 100 ans après l'invention de Lenoir, ce ne sont pas les souvenirs du passé qui est venu chercher la foule innombrable des conducteurs et candidats conducteurs d'aujourd'hui. Une vision des voitures de demain, peut-être aux formes vertigineuses. Un aperçu sur le nouveau moteur rotatif, version révolutionnaire de notre 4 temps éprouvé. Avant tout, c'est aux voitures de grande série que la foule a porté son attention. Faire chez Peugeot, par exemple, la connaissance du nouveau vilebrequin à 5 paliers qui équipe la 404. Jauger encore une fois la dernière née des usines de Sochaux et vérifier la plus grande habitabilité des places arrière. Ou encore apprécier le confort de la berline, équipée du nouveau moteur diesel 1948 cm3. On ne négligera pas de jeter un regard attentif aux pneumatiques, élément important de la sécurité dont les derniers nés se prévalent de leur longue durée. On appréciera qu'après la R8, Renault équipe aujourd'hui la Dauphine de freins à disque et de boîte automatique. On surveillera le détail car on est devenu difficile depuis le noir.
Le mariage Citroën-Fiat, s'il n'était pas encore consommé, a cependant défrayé la chronique du 55e Salon de l'Automobile de Paris, où 110 marques présentaient leurs modèles à une foule toujours plus nombreuse de visiteurs. Deux nouveautés françaises ont polarisé la curiosité. Chez Renault, la petite sœur de la R16, la Renault 6. Chez Peugeot, la 504. Avec elle, la firme de Sochaux élargit sa gamme vers le haut dans la cylindrée des 1800 cm3 et se présente ainsi comme un redoutable concurrent sur le marché européen. Tandis que les modèles éprouvés, 404 et 204, bénéficient d'améliorations notables. Frein à disque à l'avant sur la 404, barre anti-dévers à l'avant et à l'arrière sur la 204. Simca, pour sa part, poursuit sur une grande échelle la diversification dans la standardisation. La diversification est aussi à l'ordre du jour dans les pneumatiques, domaine où un effort considérable a été effectué pour répondre avec sécurité aux vitesses extrêmes. Face aux voitures françaises, la concurrence européenne ne manque évidemment pas d'atouts. Elle aligne à ce 55e salon quelques solides coursiers de haute école. Et puis voici la part du rêve, l'Alfa Romeo 33 Carabo de Bertone. Modeste, avec un moteur électrique sur chaque roue arrière, la voiture électronique des frères Jarret, c'est peut-être l'avenir. Mais le passé compte aussi des adeptes, et la copie de la Bugatti Type 35 de 1927 troublera de jeunes regards avides. Elles sont toutes là, les marques disparues, tombées au champ d'honneur de l'industrialisation. Fidèles au temps où grand-père était jeune et où les coussins de cuir étaient faits chez Hermès. Elles sont les voisines au salon de rutilantes nouveautés, mais chacune a eu elle aussi son salon il y a bien longtemps, 100 000, 200 000, 300 000 kilomètres. Mais pour les réunir, il a d'abord fallu les arracher à leurs propriétaires. Les collectionneurs, justement, ont confié les voitures à la condition que les voitures soient dans un état de sécurité totale. Et c'est ce qui explique, justement, la présence de ces barrières que, personnellement, en tant que styliste et esthéticien industriel, je trouve très laides. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que ces voitures-là représentent un nombre fantastique d'heures de travail, de remise en état. Et c'est ce qui en fait leur valeur. Et j'ai réussi à les persuader en leur disant, je suis moi-même collectionneur, et si je prête moi-même mes voitures, n'ayez crainte, je vais y faire attention. Certaines de ces voitures ont demandé près de 3 ans de restauration. 3 ans de recherche de pièces manquantes dans le monde entier, 3 ans pour passer de l'état d'épave à celui de pièces de collection. Elles sont estimées plus chères que toutes les Ferrari, Rolls et Maserati neuves des stands voisins. Parmi ces anciennes, on peut découvrir des vedettes. La Milcar et la Ballot de Borsalino, la De Dion-Bouton du film La Bande à Bono. Il ne manque que la Panhard et Levasseur qui fut longtemps attendue à la porte du garage, on l'attend toujours. Coussins en cuir, tableaux de bord de bois précieux, lanternes en cuivre, elles sont les représentantes de l'époque où les voitures se faisaient sur mesure. Un carrossier dessinait une carrosserie à la convenance du propriétaire. Ces voitures étaient des pièces uniques. Maintenant, chacun se glisse dans son cube à se déplacer qui porte le même nom de voiture. Mais si nos voitures sont mornes, elles ont aussi baissé de prix. Car il ne faut pas oublier que déjà à l'époque, ces automobiles étaient d'exception et que seuls quelques privilégiés pouvaient se les offrir. Mais cela ne nous empêchera pas d'aller les admirer au salon, et peut-être aura-t-on la chance d'apercevoir l'ombre de l'homme à l'hispano dévalant les routes françaises au volant de sa Torpedo à plus de 80 km/h.
avez un stand à garder. Faire très attention, on risque des vols, on risque l'incendie, on risque beaucoup de choses. Vous tournez sur le stand. Vous tournez toute la nuit, surtout ne vous endormez pas, ce serait très dangereux. Et alors faites très attention. Et s'il y a quelque chose, vous prévenez immédiatement. Alors maintenant, venez, on va y aller. C'est la GS. Plus d'1 million. Plus d'1 million. Bonne voiture, bonne suspension, mais consommation, on ne veut pas en causer. Coloris, pas mal. Hein. Pas mal, ouvert. Oui. Très bonne suspension. Il paraît qu'elle fait du 8 litres 5 à 9 litres, 6 chevaux. C'est la même celle-là. C'est pas la même, c'est la 1220, ça, la GS 1220. Parce que là, c'est la GS du cours. Il y en a pas de l'argent là-dedans. Il n'y en a pas de l'argent. Avec une Porsche comme ça, je suis sûr que ça doit valoir dans les, je sais pas, peut-être 3 000 à 4 000 francs. La Bosch. Le prix de la Bosch n'a aucun rapport avec ce qu'il y a dessous. Une voiture, probablement. C'est Renault, ça, ici. Une Renault, probablement. Le modèle que j'ai moi-même, R16 DS. Tant pas sa vitesse, remarquez bien, et surtout par la suspension qui, je crois, se rapproche le plus de la DS. Chez Peugeot, j'ai juste eu une 403. J'ai trouvé très bonne voiture, excellente voiture, sans histoire, jamais de problème. Très bonne voiture de seuil, on en verra encore longtemps. Il y a une chose qui me surprend, c'est la petitesse des moteurs américains pour une cylindrée assez forte. C'est la 180. C'est rutilant. Pour moi, c'est du jet aux yeux. Oui, ça tient bien la route, il n'y a pas de problème. Mercedes, ah oui, c'est une bonne voiture, mais chère, très chère. Porsche, excellente voiture, excellente. C'est robuste aussi, moteur à l'arrière aussi. Ça ne plaît pas à tout le monde, hein. Il faut savoir piloter. Voiture anglaise, vous savez, sur le marché français. Oh, la Rolls, ouais, je vous dirais, j'ai mieux que ça. R16. Il y a une très bonne voiture là, chez Coursevac, là c'est là comment déjà, je me rappelle plus de la marque, qui a un dépôt à Nanterre. Le premier modèle, le moteur dépasse 100 chevaux. En tout cas, la voiture se porte bien, on peut le dire, dans le monde actuellement. Oui. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le président de la République, M. Pompidou, a inauguré le salon de l'auto 73. Il a voulu donner à sa présence, porte de Versailles, et à son geste, une signification encore plus nette que les années précédentes, en raison du développement social de l'auto, des problèmes qu'il pose pour la sécurité, l'urbanisme et la pollution. C'est en présence du public que M. Georges Pompidou a visité ce 60e salon. Arrêt prolongé au stand Peugeot où le coupé 104 a retenu l'attention du président, puis Citroën avec le nouveau moteur birotor équipant un modèle GS. Quand vous inaugurerez le salon de 1977, vous en verrez beaucoup, a-t-on dit au président. Réponse, je le souhaite, car cela m'intéresse. Nouveaux arrêts au stand Chrysler France et Renault, avant les grandes marques étrangères, Fiat, Volkswagen, Mercedes, General Motors, etc. M. Pompidou a également manifesté beaucoup d'intérêt pour la dernière née déjà vedette, la Minima. Très remarqué enfin l'aparté que le président de la République a eu avec M. Marcellin à l'issue de la visite. Marcellin, je souhaite faire plaisir de dire à vos agents, quand on viole les règlements, il faut se
faire arrêter. Hein. Qu'est-ce qu'ils vous ont violé? Quelle règlement? Moi, je ne les viole pas, les règlements, mais je constate qu'on les règle et que les agents regardent ailleurs. Mais il faut resserrer un peu les vis. C'est ça, oui. À Paris, vous savez. Oui, monsieur le préfet de police doit être par ici, on va le lui dire. Si on veut que les taxis, les autobus puissent circuler, si on veut que tout le monde puisse circuler, que les piétons ne soient pas comme des faisans à la chasse, là, vous savez, eh ben, il faut que les avocats de la sécurité respectent les règles. Strictement. Voilà, alors je vous demande d'assister. Bien, bonne soirée. Les Américains commencent à en avoir assez des grosses américaines. À l'occasion du salon, la General Motors frappe un grand coup. Elle présente la Skyhawk. C'est une sous-compacte. Entendez par là une voiture de dimension inférieure à la normale américaine, mais encore respectable à l'échelle européenne, 4,55 m. C'est un coupé, théoriquement de 4 places, mais en fait, une fois les sièges avant reculés, c'est une 2+2. L'équipement intérieur est très complet, appuie-tête, ceinture en rouleur à rappel sonore et boîte de vitesse à 3 rapports automatiques. Le moteur, bien américain, est un 6 cylindres de 22 chevaux. Vitesse de pointe, 180 km/h. Consommation raisonnable de 12 à 14 litres, siège arrière rabattable et roue de secours gonflable. La Skyhawk est donc la réponse de l'Amérique à l'Europe. Visible pour la première fois au Salon de Paris, elle sera commercialisée au début de l'année prochaine au prix de 40 000 francs. Chez Simca, ce n'est pas la révolution. Pas de nouveautés, des améliorations par-ci par-là, de nouveaux tableaux de bord beaucoup plus lisibles et une 1100 qui peut rouler à l'essence ordinaire. En revanche, Matra Simca s'est adjoint les services d'un couturier qui a revu et corrigé le cheval de bataille de Matra Simca, la Bagheera. Et chez Simca, on envisage maintenant sérieusement une collaboration étroite avec Courrèges qui a habillé cette voiture, vendue 33 000 francs. Regardez bien cette voiture. Vous allez être les premiers au monde à la découvrir. Ce n'est ni la Golf de Volkswagen, ni la Fiat 127. C'est l'Audi 50. Ce sera la rivale directe de la Renault 5 puisqu'elle fait exactement la même longueur, 3,50 m. Après un bref essai effectué moitié sur route, moitié en milieu urbain, l'Audi 50 nous a laissé une très bonne impression. La tenue de route est étonnante, le silence à l'intérieur de l'habitacle surprenant pour une petite cylindrée. En effet, l'Audi 50 reçoit un moteur entièrement nouveau, 1100 cm3, 6 chevaux fiscaux, 140 ou 150 km/h selon les versions, monté transversalement, ce moteur est d'une grande souplesse. Même à bas régime, les reprises ne posent aucun problème. L'intérieur, sobre, comme c'est de coutume chez Audi, est complet. L'accès aux places arrière est facile et le haillon arrière découvre un coffre relativement important. Toutefois, l'absence d'un servo-frein proposé en option se fait cruellement sentir lors des freinages. Le contour, lui aussi proposé en option, brille également par son absence et à notre avis, le volant d'un diamètre trop important complique les manœuvres, notamment en ville. L'Audi 50 sera commercialisé en France début 1975. Quant à son prix, il devrait se situer aux alentours de 16 000 francs. 1975 voit Peugeot porter son effort sur le coupé et le cabriolet 504 qui reçoivent ce moteur, fruit de l'association avec Renault et Volvo. C'est un 6 cylindres en aluminium de 2,6 litres. Avec ce moteur, Peugeot a plus visé l'agrément, le confort de conduite et la sécurité que les performances, puisque la vitesse de pointe de ces 504 n'est que de 186 km/h. Renault n'a quant à lui pas attendu le salon pour sortir la R5 LS.
En effet, depuis le mois de mai, la LS roule sur toutes les routes françaises. Il est vrai qu'elle avait été pensée et conçue bien avant la crise. La R5 LS emprunte le moteur de la R12 qui lui procure plus de souplesse et de puissance. Le Salon de Paris ne voit donc fleurir dans la gamme Renault que des nouvelles calandres et de nouveaux garnissages de sièges. En revanche, la présentation de l'engin de sécurité Renault, le BRV, est très attendue. Pour la première fois, vous voyez actuellement ce que sera peut-être votre voiture dans quelques années. Le BRV est une voiture laboratoire qui concilie l'agrément des automobiles d'aujourd'hui avec la sécurité des voitures de demain. Car Renault a repris le maximum d'éléments existants actuellement sur ses modèles, respectant par là même la notion de sécurité active. Bien entendu, à l'intérieur de l'habitacle, on a particulièrement soigné le rembourrage et la résistance. Les appuis-têtes sont fixes sur les sièges avant et éclipsables sur les sièges arrière. Le tableau de bord est volontairement privé de gadgets et d'accessoires superflus. Une dernière précision, le BRV ne sera jamais commercialisé car il est impossible de fixer son prix. Et le Japon? Eh bien, la production japonaise n'est pas absente du Salon de Paris. La Toyota Corona 1800 Mark I arrive en France. C'est une berline 4 portes dont le principal attrait est son prix, 22 000 francs. La finition est particulièrement soignée, la boîte de vitesse est soit à 5 rapports, soit automatique. Le moteur, d'une cylindrée de 1800 cm3, autorise une vitesse de pointe de 170 km/h. Tout comme Renault, Citroën lui aussi n'a pas attendu le 3 octobre pour présenter la vraie vedette du salon, la CX. En Laponie, il y a quelques semaines, la CX roule maintenant sur la plupart des routes françaises. La CX est une voiture synthèse qui reprend tout ce qui a fait le succès de Citroën depuis la traction avant. C'est une voiture sage qui, en dépit de ses 11 chevaux, reçoit un très bon accueil auprès du public. La gamme Citroën 1975 se distingue par des modifications touchant principalement la présentation et l'équipement. Des phares rectangulaires pour les 2 chevaux 4 et 6 et une extension de la gamme GS puisque 3 nouveaux modèles apparaissent notamment, la GS X2 et la GS Palace. Le salon de l'automobile qui se tient tous les 2 ans à Paris est un moment important pour tous les constructeurs, comme pour les usagers d'ailleurs. En effet, cette manifestation, vous le savez, fait office de test sur la santé du marché automobile français et international. Ce matin, la régie Renault doit souffler, si j'ose dire, puisque le plan proposé par M. Bernard Arnault, le PDG de la régie, a été accepté par les syndicats qui, au passage, ont obtenu gain de cause sur leurs revendications immédiates concernant les congés mobiles et le pouvoir d'achat. Renault qui profite de ce salon pour présenter la Super 5. Ce ne sera pas la seule nouveauté de ce grand rassemblement automobile. Jean-Claude Renaud. La Super 5 est le seul vrai nouveau modèle français du salon et Renault l'a mise en bonne place. En fait, les nouveautés sont plus dans des versions différentes de modèles existants que dans des modèles nouveaux. Mais Bernard Arnault expliquait aux journalistes étrangers qu'en 86, toute la gamme Renault serait renouvelée, avec, promet-il, un retour du groupe à l'équilibre financier. Le PDG de la régie expliquait aussi qu'il compte vendre en 87 600 000 voitures aux Américains, dont cette alliance décapotable réservée aux États-Unis. C'est dommage. Autre fierté de Renault, la R25 V6 Turbo, la reine qui s'attaque aux belles allemandes, 225 km/h, système anti-blocage de roues en série, mais plus de 180 000 francs. Dans sa version limousine plus luxueuse, elle atteint 215 000 francs. A noter encore à la régie l'Espace et la Jeep Cherokee, nouvelle venue sur le marché français. Du côté de PSA, c'est Citroën qui affiche le plus de nouvelles versions, avec une surprise pour les artisans, 2 utilitaires sur la base de la Visa, les C15E et D, et puis la BX19 GT, la Visa GTI, cousine de la 205 GTI de Peugeot, et enfin le fleuron, la CX25 GTI Turbo, 220 km/h, près de 180 000 francs.
Chez Peugeot, outre une 305 GTX, la 205 s'apprête à avaler de nouvelles parts du marché avec ses versions X en 3 portes. À noter qu'un constructeur français se décide enfin à équiper ses voitures d'un toit ouvrant transparent. Et pour terminer, voici l'Eco 2000 de Citroën, un prototype expérimental. Celui-là ne roule pas, mais la future de chevaux, qui sera peut-être au prochain salon en 86, pourrait bien lui ressembler. Une dernière visite au Salon de l'Auto qui fermera ses portes demain. Moins de visiteurs qu'il y a 2 ans. La fréquentation a baissé, semble-t-il, d'environ 20%. Cela dit, dans ce salon perdu parmi les stands rutilants des grands constructeurs, Daniel Leclerc a repéré un petit Français qui ne manque pas de courage. Avec une équipe quasiment artisanale dans son atelier de Cholet, il a conçu et il fabrique une voiture de sport de très bon niveau et dont il espère vendre 200 exemplaires par an. Ce constructeur marginal s'appelait le Claude Poirot et sa voiture la Venturi. Des allures italiennes, un intérieur très british, la puissance allemande, et pourtant, la Venturi est une voiture 100% française. Elle est la création d'un Vendéen de 40 ans, Claude Poirot, qui a passé près de 20 ans de sa vie dans les ateliers de mécanique pour enfin réaliser son rêve, construire sa propre voiture. En tout cas, l'aboutissement d'un rêve de jeunesse. Et 5 années passées chez Alpine, plus une 12aine d'années passées chez Heuliez, m'ont permis d'assimiler à la fois les techniques de la mécanique et la technique de la carrosserie. Et cela m'a permis de réaliser ce projet, Venturi, qui représente, je crois, un fleuron de l'automobile française, en tout cas dans des bonnes réalisations classiques. Et j'espère que cette voiture aura toutes les qualités nécessaires à un grand succès. La Venturi a effectué ses premiers tours de roue sur le circuit Bugatti au Mans. Ses qualités routières sont indéniables. Elle est équipée d'un moteur V6 turbo PRV, Peugeot, Renault, Volvo, d'une cylindrée de 2450 cm3 pour une puissance de 200 chevaux. Bref, un petit bolide. 260 km/h pied au plancher, le kilomètre en moins de 27 secondes. Elle est dans la lignée des Alpine, Porsche et autres Ferrari. D'ailleurs, pour développer son image de marque, la Venturi a choisi la piste. L'an prochain, elle disputera le championnat de France de production. Elle a déjà des inconditionnels, 25 commandes au salon. C'est pas mal, car cette petite merveille artisanale n'est pas à la portée de toutes les bourses. Près de 300 000 francs, ça aussi, c'est la Venturi. Le mondial de l'automobile, porte de Versailles à Paris, il a été inauguré aujourd'hui par Jacques Chirac. Dès demain, le grand public pourra aller découvrir les nouveautés, et ce jusqu'au 15 octobre. Des visiteurs qui pourraient être un peu perdus. Depuis 2 ans, les fusions et différents mariages ont conduit les groupes à rassembler leurs marques sur les mêmes stands. Claude Guénaud et Jean-Michel Millère. Au dernier mondial de Paris, il y a 2 ans, il était encore le numéro 2 de Renault. Aujourd'hui, Carlos Ghosn est à la tête de Nissan. Envoyé à Tokyo pour remettre le 2e constructeur japonais en état de marche, il est aussi comptable des 35 milliards que Renault y a investi. Je suis aujourd'hui officiellement le patron de Nissan, donc je suis responsable de Nissan. En même temps, si je suis le président de Nissan, c'est quelque part parce qu'il y a eu une alliance signée entre Renault et Nissan. Et au mondial, cela se voit. Les 2 marques partagent le même périmètre en attendant de partager bientôt certains modèles. La dimension mondiale apporte à Renault pas seulement plus de taille, c'est-à-dire plus de capacité technologique qu'il n'en avait, plus de débouchés pour ses voitures. Je pense que ça apporte un changement d'esprit à l'entreprise. Une entreprise mondiale a un niveau d'enthousiasme, un niveau de légitimité plus fort. Et la concurrence manifeste la même fierté. Ford a rassemblé sa famille de marques autour de son stand avec Jaguar, Mazda et Volvo. Fiat n'a pas encore rejoint GM Opel, le mariage est trop récent. L'exception, c'est BMW qui se retrouve seul après l'échec de sa fusion avec Rover. Le sommet est atteint par Volkswagen qui a rassemblé sa famille nombreuse dans le hall 3. 8 marques différentes, Seat et Skoda côtoyant la prestigieuse Rolls-Royce. Le mondial, cette année, est le reflet de 2 années de concentration.
Je crois qu'aujourd'hui, vous avez d'une part des constructeurs qui avaient envie de fusionner et qui l'ont fait puisqu'il n'y a plus de candidats à la fusion disponible, et d'autres comme Toyota, comme Volkswagen, comme BMW, comme Honda, comme PSA pour le Citroën, qui pensent que ce n'est pas une bonne idée de faire des fusions et qui, eux, ne le feront pas non plus. Donc je crois que la période de fusion, elle est maintenant derrière nous. Il resterait bien le coréen Daewoo en faillite, mais dont personne ne veut. Et ceci nous amène au Mondial de l'automobile qui a ouvert ses portes ce matin au public. Un événement populaire pour la seule journée d'aujourd'hui, 100 000 visiteurs et les files d'attente s'allongeaient bien avant l'ouverture des portes. Vincent Fourcade, Djibril Belaïli. À peine 2 jours de formation C'est un 2 litres HDI. et déjà l'aisance d'une vendeuse professionnelle. On est obligé de devenir spécialiste. On a tellement de questions techniques qu'au fur et à mesure, on est censé tout connaître de la voiture. Et pendant 2 semaines, les questions ne vont pas manquer. Le mondial de l'automobile ouvre ses portes. Si les concept cars comme cette Peugeot 907 attirent toujours les regards, les vedettes de cette édition, ce sont les mini monospaces. Format réduit et gros succès pour la 1007 avec porte coulissante. Même enthousiasme pour sa concurrente, la Modus de Renault. L'espace d'une journée, les toutes petites sont devenues de vraies grandes. Déjà, quand vous la regardez, elle a une très belle coupe, je trouve. Coupe d'avant-garde, une belle petite voiture de ville. Elle manque de coffre. J'ai flashé sur les phares derrière, surtout, puis tous les petits gadgets. Et je crois que les femmes, on aime bien ça, quoi. 480 exposants venus de 26 pays, 60 modèles dévoilés en exclusivité, 1,5 million de visiteurs attendus, le mondial de l'automobile devenu au fil des éditions le salon de tous les records. Les 5 plus grands salons sont maintenant dans le monde reconnus par tous les visiteurs et les professionnels. C'est Paris qui a vraiment pris la tête maintenant, devant Francfort, Tokyo, Détroit et Genève. Le salon parisien choisi par Ferrari pour dévoiler sa toute nouvelle F430, l'une des rares voitures que tout le monde peut photographier, mais dans laquelle personne ou presque n'a le droit de monter.